Puis-je vous demander de prendre place parce que nous aimerions commencer au plus tôt. Nos conférenciers, nos intervenants, quelques intervenants souhaitent nous quitter après cette première session, donc nous allons bientôt commencer. Je demanderai à Pau Solania de la Commission pour la promotion des villes de la mairie de Barcelone, s'il est parmi nous, eh bien je lui demanderai de venir s'asseoir. Nous allons quand même rester flexibles pour ce début de séance. Est-ce qu'il y a des personnes à l'extérieur encore? Parce que nous allons commencer, s'il vous plaît. Veuillez rejoindre votre place. Merci. Mesdames et messieurs, Bonjour à tous, Piero Scouvelis. Je vais être le modérateur de cet événement qui se tient aujourd'hui et demain. Vous allez me voir beaucoup, j'espère que je ne vais pas trop vous embêter. Prenez donc votre place, soyez tous les bienvenus à la 3e édition de la conférence internationale sur l'aménagement maritime. Nous sommes très intéressés par cela. Je tiens à souhaiter la bienvenue à ceux qui nous voient sur Zoom. Malheureusement, nous avons eu un petit problème technique et il faudra attendre 11 heures pour pouvoir rétablir le système en ligne, pour ceux qui nous suivaient en ligne. Vous savez qu'il y a le système d'interprétariat, espagnol canal numéro 1, l'anglais sur le canal numéro 2 et le français sur le canal numéro 3. Si vous préférez l'espagnol ou le français par rapport à l'anglais, eh bien, vous pouvez choisir ce canal. La Commission européenne, à travers DG Mare et la Commission océanographique intergouvernementale qui ont fait possible cette 3e conférence internationale sur l'aménagement maritime. Je tiens à remercier l'Espagne pour son appui, à travers le ministère de l'Environnement, le port de Barcelone aussi, qui héberge cet événement. Le but de cette conférence est d'évaluer donc l'état de l'aménagement de l'espace maritime. Cet objectif, je le rappelle, est de couvrir un tiers des zones maritimes et les juridictions nationales avec ces plans d'aménagement à l'horizon 2030. C'est un processus important qui prend beaucoup de discussions, qui engage de nombreuses participations. C'est l'aménagement de l'espace maritime pour résoudre les problèmes qui adviennent dans le futur. Nous avons un programme très serré aujourd'hui. Nous avons 2 sessions d'ouverture et 3 sessions techniques. Nous allons commencer par la session d'ouverture dans quelques secondes. Demain, nous allons commencer à 9 h pile le matin avec 4 sessions techniques et les remarques d'ouverture, de clôture. Pour le live streaming, je vous rappelle que nous aurons un lien différent pour demain, donc faites attention à vous connecter au bon lien. Ainsi, 2 choses sur le format. Chaque session aura un co-modérateur. Je vais partager donc cette modération et le rapporteur qui va prendre des notes et va préparer le procès-verbal de cet événement. Les interventions seront à la charge d'experts thématiques. Nos présentations, nous les aurons dans 5 minutes. Il y aura une discussion, table ronde, modérée et co-modérée avec les questions et les commentaires que vous serez donc en passe de réaliser. Si vous souhaitez soumettre vos questions sur Slido, je vais vous montrer comment faire dans 2 minutes. Aussi, quelques instructions. Je vais commencer chaque session exactement à l'heure prévue. La raison est parce que nous avons des conférenciers
qui doivent pouvoir parler à un moment précis. Il y a des personnes qui vont se connecter à distance et donc assurez-vous que au début de chaque session, vous avez pris place. Nous n'allons attendre personne. Il y aura 2 pauses de café, l'une ce matin, l'autre l'après-midi. Les pauses de café ont lieu dans la zone des posters. Il faut monter les escaliers et c'est juste en face, il y a une salle de réunion et c'est là où se tiendra, où sera servi le café. Le déjeuner n'est pas fourni par les organisateurs. À vous de trouver un espace approprié, un restaurant approprié dans les alentours. Il y aura aussi une zone pour le cocktail, pour rafraîchissement en face de la zone de poster. Je dois vous dire que nous avons une collègue ici qui va nous aider à mettre les présentations et les vidéos. C'est Oscar qui se trouve en fond de salle. Merci beaucoup. Et maintenant, on va donc entamer le programme de la première session. Et Oscar, est-ce qu'on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît? Next slide, please. Oui, le suivant. Oh, I have this one here. Okay, sorry. Oui, excusez-moi, je l'avais. Donc, après ces indications, voici le programme pour aujourd'hui. Avant, nous avons tenu ces remarques d'ouverture, la pause de café, ensuite Knowledge Support, la 3e session, le break pour le déjeuner et les sessions 4 et 5. Un point important, eh bien, ce disclaimer, clause de non-responsabilité, pour vous dire que ceci n'implique pas l'expression de point de vue personnel de l'UNESCO par rapport au territoire, au pays, aux autorités ou par rapport à la délimitation des frontières. Vous comprenez pourquoi, à quel point cette clause de non-responsabilité est importante, parce que nous parlons d'aménagement de l'espace maritime. Ceci n'engage pas les organisations présentes ici. Je ne vais pas le lire dans les autres langues. Nous allons avoir 4 présentations par vidéo et 2 présentations physiques. On commence par le ministère espagnol de la transition environnementale, Hugo Morán, secrétaire de l'État pour l'environnement. S'il vous plaît, on lance la vidéo. Je remercie la Direction générale des affaires maritimes et la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO pour avoir organisé cet événement, un événement fondamental pour l'avancement de l'aménagement maritime à l'échelle internationale et pour offrir à l'Espagne la possibilité d'être son hôte. L'aménagement de l'espace maritime est un outil fondamental pour atteindre une économie bleue durable compatible avec le bon état environnemental des eaux maritimes. C'est aussi répondre aux engagements internationaux tels que l'objectif de développement durable 14 sur la vie sous-marine ou régionale et la transition environnementale qui correspond au pacte vert européen. Dans une planète interconnectée, l'aménagement de l'espace maritime est un outil lequel, comme toutes ces questions-là, ne peut pas être conçu sans le travail intensif et la collaboration à l'échelle internationale. En ce sens, la feuille de route pour accélérer l'aménagement maritime adoptée par les organisateurs de cet événement pendant la 2e conférence internationale d'aménagement de l'espace maritime en 2017 a représenté un jalon, un guide qui a permis de développer une collaboration internationale en construisant, en développant les capacités, en promouvant la coopération transnationale et en appuyant l'aménagement dans des pays de tous les pays grâce à ces rencontres du forum MSP et aux activités de MSP Global. Et la nouvelle feuille de route 2022-2027 qui va contribuer à continuer à avancer dans l'aménagement de l'espace maritime international. Le gouvernement est engagé par rapport
à l'aménagement maritime. Il a hébergé le 3e City Forum qui a eu lieu à Vigo en mai 2019 et nous hébergeons une fois de plus la 4e édition de ce forum qui commence aujourd'hui. Nous participons également à travers plusieurs institutions à plusieurs projets. L'Espagne est un pays entre deux mers dont les eaux juridictionnelles représentent 1 million de kilomètres carrés de surface. C'est le pays qui contribue le plus à l'économie bleue de l'UE en termes de valeur ajoutée brute et d'emploi. Ceci multiplie la complexité du processus d'aménagement de l'espace et d'autre part reflète clairement l'importance de ce projet. Les plans d'aménagement en Espagne ont inclus des processus de dialogue et de négociation, en particulier dans les questions importantes telles que la mise à profit de l'énergie éolienne marine. C'est essentiel pour assurer un aménagement inclusif et efficace. Cet aménagement de ces plans va conclure par l'approbation de ceci à travers un décret royal. L'économie bleue durable et tous les outils permettant son développement, tels que l'aménagement de l'espace maritime, représentent une opportunité pour appuyer une récupération après la crise du Covid-19 qui tienne compte des aspects économiques et en particulier des aspects environnementaux. Cette 3e édition de la Conférence internationale d'aménagement de l'espace maritime revêt une importance plus importante. Cette conférence a été très bien organisée, de même que les apprentissages, les aboutissants n'en seront que plus brillants. Je vous souhaite un très bon travail et une très bonne collaboration. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc le ministre espagnol sur ce sujet. Nous allons maintenant écouter Teresa Iorda du gouvernement catalan. Bienvenue. Excusez-moi de ne pas pouvoir être parmi vous en présentiel, mais je voulais quand même vous adresser quelques mots de bienvenue. Bien sûr, c'est un orgueil pour nous en tant que gouvernement du pays, en particulier pour moi comme conseillère du département du ministère d'Action climatique et d'agenda rural. Barcelone a été retenu pour le 5e forum international et 3e conférence internationale sur l'aménagement de l'espace maritime. Donc, vraiment, félicitations à tous et chacune. Cette importance, elle est pour le département, pour le ministère dont je suis à la tête, qui a parmi ses responsabilités, qui sont nombreuses, le développement et la coordination, la mise en place de la politique maritime intégrée dans notre pays, en Catalogne. C'est une tâche qui a commencé en 2016, voilà longtemps, et sur laquelle nous nous sommes concentrés depuis lors. La Catalogne est un pays maritime, comme le prouvent les données socio-économiques qui prouvent que l'économie bleue représente beaucoup de choses en Catalogne. C'est un chiffre d'affaires de 25 107 millions d'euros, c'est-à-dire pratiquement 5,5% de la valeur de la production catalane pour 2019. C'est une valeur ajoutée brute de 3,2% de la valeur ajoutée brute de la Catalogne, 209 000 emplois qui représentent 5,8% du total de l'emploi en Catalogne pour 2019. Bien que brièvement, je voudrais partager avec vous un outil important, l'agenda maritime catalan, les instruments qui le façonnent pour mettre en avant ces plans qui complètent d'autres politiques de gouvernement dont nous disposions. Ce sont les politiques des ports et du littoral.
D'abord, la stratégie maritime de la Catalogne est un instrument essentiel de l'agenda maritime approuvé par accord du gouvernement en juin 2018. Cette stratégie comprend les actions relatives aux différents secteurs économiques de l'économie bleue et les actions liées à la protection des services de l'écosystème pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et à travers la structure d'un modèle de gouvernance très innovateur. Comme je l'ai dit, la Catalogne est un pays maritime, le bon climat dont nous jouissons, les valeurs de notre littoral, des fonds marins aussi, avec des marques touristiques si connues telles que la Costa Brava, font qu'au cours de toute l'année et surtout le littoral, il y ait d'innombrables activités de loisirs et professionnelles qui coïncident sur un même espace maritime. En fait, l'augmentation graduelle que nous avons observée dans ces activités maritimes sur les eaux côtières rend plus nécessaire, plus que jamais, l'aménagement de cet espace maritime. C'est dans cet aménagement que nous menons à bien, qui n'est pas une tâche facile, parce qu'il faut tenir compte d'aspects d'intérêt général comme les espaces maritimes protégés, la qualité des eaux côtières, aussi très déterminée aussi par les interactions terre-mer. Il y a plus, il y a le patrimoine culturel, subaquatique, la surveillance des mers et des côtes et la recherche. Il faut tenir compte des activités économiques qui font une utilisation légitime de cet espace. Je vais souligner la pêche professionnelle très importante et la pêche de loisirs. Aussi l'aquaculture, les énergies renouvelables, le transport, la navigation, le tourisme dont nous avons parlé, les activités maritimes et des loisirs. C'est dans ce domaine qu'interviennent diverses administrations avec des intérêts sur ces divers domaines d'action. Toujours poser des difficultés de gestion et une certaine confusion pour les propres agents économiques et pour les citoyens. C'est pour cela que nous croyons depuis le département que pour atteindre ces objectifs environnementaux et les objectifs socio-économiques que nous prétendons, eh bien, la Catalogne a beaucoup à apporter, une connaissance de notre territoire, de nos secteurs économiques, mais surtout un modèle de gouvernance, et je le souligne, pionnier. Dans certains secteurs, ceci a déjà fait preuve de résultats et une reconnaissance internationale. La cogestion maritime doit être la manière de gérer et de mener à bien l'aménagement de l'espace maritime dans notre pays. Et là, je termine sur ces mots. Je mets en valeur la collaboration aussi avec le ministère pour la transition environnementale que nous avons mené à bien de manière structurée, ce qui a été fait par toutes les administrations catalanes. La participation à l'élaboration des plans d'aménagement de l'espace maritime qui vont être bientôt publiés a été active. Nous avons la volonté de continuer sur cette voie, voire augmenter encore notre implication. Nous sommes très conscients que la meilleure information est la plus proche et que dans cette tâche, les administrations telles que le gouvernement de la Generalitat, nous pouvons apporter un niveau de détail plus élevé. Évidemment, une coordination avec des entités locales, la proximité des différents agents, cette citoyenneté qui va permettre d'améliorer donc ces résultats de notre aménagement maritime. Et voilà, je vous souhaite que ces journées, excusez-moi si j'étais un peu longue, mais on avait beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite un excellent travail, de très bons résultats. Merci beaucoup. À très vite bientôt. Bien, j'aimerais remercier le gouvernement de Catalogne et j'aimerais maintenant inviter le conseiller municipal Pau Solania, qui est donc le conseil municipal à la promotion de la ville.
Merci beaucoup et bienvenue dans la ville de Barcelone. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette ville typiquement méditerranéenne. Nous aimons dire que nous sommes l'une des capitales de la Méditerranée et j'imagine que vous aimeriez que je sois assez bref, mais j'aimerais vous présenter 5 commentaires qui, je pense, sont pertinents pour cette conférence en prenant en compte que les villes n'ont pas de compétences en termes de politique maritime. J'aimerais quand même vous partager certains éléments pour prendre en compte la ville de Barcelone dans vos prochains débats. Tout d'abord, Barcelone est une ville méditerranéenne. La mer fait partie de notre identité. Et, les gens de ma génération ont grandi à Barcelone sans aller à la mer, puisque c'était un endroit où il ne fallait pas aller, c'était sale, c'était dangereux, et avec les Jeux Olympiques de 1992, la ville a redécouvert la mer. Et depuis 1992, la mer est donc un endroit de loisirs avec 4 km de plage. Donc la mer est aussi une opportunité de s'améliorer, de construire de nouvelles coalitions après les chocs systémiques auxquels nous avons fait face. La mer fait partie de notre futur et de notre développement. Le deuxième élément, c'est que peu importe la politique maritime, elle doit concilier 3 éléments très importants. La compétitivité économique nouvelle, basée sur le talent. Ensuite, l'aspect durable, et ça c'est évident, il faut prendre en compte cela, et tout ceci ne peut pas être mené à bien sans la cohésion sociale, et ça c'est absolument crucial. L'équité, juste des choses. Et pourquoi donc Barcelone encourage cette économie bleue? Bien parce que ça fait partie de notre futur, c'est une opportunité. Et c'est aussi une réalité sociale et économique. Ça représente donc 4% du PIB de la ville. Et évidemment, c'est très important pour nous. Le quatrième commentaire que je souhaitais faire, c'est que notre stratégie d'économie bleue est le résultat d'une nouvelle gouvernance, d'une coopération avec des acteurs importants comme le port de Barcelone et d'autres. Il y en a 12. Il y a 12 activités, le sport, la recherche, la maintenance et la construction, etc. Donc l'économie bleue est très importante pour nous. Et mon dernier commentaire, c'est qu'il faut que nous rendions les choses concrètes pour la société. Et il faut vraiment arriver à asseoir les choses dans nos villes. Et il y a des projets qui doivent être des projets flambeaux, des fers de lance, pour montrer l'importance de l'économie bleue. Par exemple, l'un d'entre eux, c'est la rénovation du port économique. Barcelone n'est pas qu'un centre de loisirs, c'est aussi un centre de nouvelles technologies. Il y a certaines des entreprises les plus importantes qui investissent dans la mer, qui sont présentes à Barcelone. Nous avons des infrastructures sportives qui sont très développées, avec donc ces 4 km de côtes et de plages qui sont aussi dédiés au sport. Et en 2024, l'America's Cup sera aussi organisé ici à Barcelone. Et il ne s'agira pas seulement de sport et d'économie, mais aussi d'activités durables à l'hydrogène, etc. Et évidemment, la dernière chose que je souhaiterais dire, c'est que nous sommes prêts à collaborer. Nous sommes ici avec vous et merci beaucoup. J'aimerais remercier le conseiller municipal à la ville de Barcelone et pour sa présence et pour son discours. Et c'est vraiment une prouesse de parler, d'avoir autant de contenu en si peu de temps dans un discours. Donc félicitations.
Et évidemment, on voit qu'il y a beaucoup de villes dans le passé, au bord de la Méditerranée, qui tournaient le dos à la mer, et maintenant les choses s'inversent, et c'est pour cela qu'il faut mettre à bien maintenant l'aménagement de l'espace maritime. Et maintenant, dans le port de Barcelone, j'aimerais accueillir, je suis encore très heureux d'avoir Santiago García Mila, qui est donc le représentant de la stratégie économique de la ville. Okay, thank you very much. I'm used to say sometimes for inviting us, but in that case. Bien, merci beaucoup. J'ai plutôt l'habitude de dire merci de nous avoir invités, mais là c'est vous qui organisez la réunion. Donc merci d'avoir choisi notre port pour organiser cette conférence importante. Okay. Évidemment, nous sommes ici au bord de la mer, on domine la mer. Nous étions avant une forteresse et maintenant nous sommes un port ouvert. Nous allons continuer de cette manière. Et j'aimerais vous parler aussi du fait que le port a aussi la responsabilité de créer la stratégie, le développement économique, les nouvelles stratégies économiques du futur. Comment nous gérons tout cela? Eh bien, parler de tout ça, d'ailleurs vous pourrez retrouver ces informations sur notre site web, le plan stratégique et le plan d'innovation que nous sommes en train de finaliser. On parle de la transition énergétique. Bon, évidemment, il y a énormément de plans, vous me direz. Évidemment, nous voulons vraiment nous engager, et vous pouvez vérifier d'ailleurs tout ceci sur notre site web. Donc je vais vous résumer quelques éléments. Dans notre plan stratégique, vous verrez que nous ne souhaitons pas devenir le port le plus important d'Europe pour déplacer des tonnes de marchandises. Et pourquoi? Bien parce que nous comprenons que notre mission, c'est de générer de la prospérité au sein de nos communautés en augmentant la compétitivité de nos clients, en fournissant des solutions logistiques efficaces et durables. Et nous faisons cela depuis déjà un certain temps. Et il y a aussi une de mes collègues, la directrice de l'innovation, Emma. Lorsque nous avons décidé certaines choses, Emma, nous nous sommes toujours demandé quelle était la valeur ajoutée que nous apportions. Et quelle était la valeur ajoutée sociale. Et comment nous réduisons notre impact environnemental. Et évidemment, tout ceci sont les éléments qui nous guident dans notre prise de décision. Ce qui est important pour nous, comme je le disais, c'est de générer de la prospérité. Et en fin de compte, c'est là qu'on voit que nous nous développons de façon durable. On crée de la prospérité, on crée de la valeur ajoutée. Et on crée une économie qui nous entoure, qui nous enveloppe et qui se développe. Et nous développons nous-mêmes aussi. Évidemment, ça fonctionne, et ça fonctionne aussi au niveau économique. Il n'y a pas besoin d'avoir un économiste pour le voir. Si on est durable, ça fonctionne. Et deuxièmement, devenir un centre logistique intelligent est très important aussi. Et je vais vous expliquer un petit peu de la façon dont nous développons les objectifs stratégiques à 2025 peuvent être résumés avec ces chiffres. 70, 50, 40. 70 représente la valeur. La valeur, donc, c'est 70 milliards en termes de commerce. Et 50 représente donc l'électrification des solutions au sein de notre port entre 2021 et 2025. Ça, c'est un projet pour lequel 10 millions d'euros ont déjà été validés et sont mis à contribution pour le développement. Et le chiffre 40
Eh bien, dans le port, il y a aujourd'hui 37 000 personnes qui pénètrent le port chaque jour pour travailler. Évidemment, il y a aussi le World Trade Center, hein, qui est une concession du port. Donc, par exemple, il y a énormément de locaux comme le World Trade Center, des bars, des restaurants, et puis évidemment toutes les infrastructures du port. Donc, c'est très diversifié. Et donc, nous arriverons donc à 40 000 personnes pénétrant le site par jour. Donc voilà, ça fait partie du plan stratégique. Et il y a aussi l'aspect innovation. Et on en parlera un petit peu demain avec le discours de conclusion avec ma collègue Cataline. Hein. On vous informera, on vous donnera certains exemples de ce que nous faisons. Et je parlerai de façon un peu plus générale de l'économie bleue, du quartier bleu que nous créons. Et nous travaillons avec le gouvernement et d'autres acteurs. Et nous souhaitons aussi créer un écosystème portuaire. Nous avons un écosystème ici à Barcelone qui se crée pour l'innovation, pour l'économie nouvelle, les entrepreneurs. Et nous voulons vraiment nous concentrer là-dessus. Vous pouvez voir que c'était... qu'il y a des locaux dédiés donc aux nouvelles économies, aux startups. Le pire 1 et l'un 2. Et il faut aussi se concentrer sur le côté maritime. Donc on a créé cet écosystème de ports et de quartiers bleus liés à l'économie bleue. Et nous concentrons aussi sur le réseau de formation. Il y a des écoles, vous avez peut-être vu aussi des jeunes. Il y a des étudiants qui sont là pour développer leurs compétences en termes de logistique. Il y a aussi de la recherche, de la formation, etc. Le deuxième aspect, ce sont les tests et les expériences. Nous considérons comme un laboratoire à ciel ouvert. Et puis il y a aussi le côté technologique avec donc le port, le consortium, le côté logistique. Nous essayons de mettre en marche des projets. Et tout ceci fait partie du quartier bleu que nous souhaitons créer. Et donc la prochaine phase, ce sera le port olympique. Et donc toute cette zone sera donc un quartier de l'économie bleue pour permettre aux gens de venir et de se dire que voilà, à Barcelone, on fournit les ressources nécessaires pour pouvoir investir dans l'économie bleue. Et nous comprenons que cela fait partie du futur. Merci beaucoup. Thank you very much, Santiago. Merci, Santiago. C'est très intéressant de voir comment nous sommes passés du côté économique d'un port. Aujourd'hui, le fait que ça devienne un hub durable et de développement économique et humain. Et j'ai été très heureux d'entendre tout ce que tu as eu à nous partager. Nous venons de nous rencontrer avec Santiago et je vois la passion qui l'anime, et lui et son équipe dans le port de Barcelone. Et cela vraiment m'a frappé. Donc, merci pour ça. Et nous avons maintenant 2 présentations vidéo avec le directeur général des affaires maritimes de DG Marais. Et donc ça sera par le commissaire européen, son Excellence Virginijus Sinkevicius. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Dear Executive Secretary Ryabin, cher secrétaire exécutif Ryabinin, cher représentant du gouvernement, c'est un honneur de vous accueillir à la 3e conférence internationale sur la planification de l'espace maritime au nom de la communication européenne.
Au cours de cette conférence, vous entendrez parler de nombreux projets et mesures qui sont le résultat d'un partenariat merveilleux entre la Commission européenne, DG Mare et la COI, la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Nous sommes ici aujourd'hui pour passer au chapitre suivant de cette coopération et je vais être honnête, je suis assez fier que l'UE soit l'une des régions les plus avancées au monde en matière de planification de l'espace maritime. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Nous le devons en grande partie à de la prévoyance et la mise en place d'une législation qui existait de la part des pays de l'Union européenne avec les plans maritimes complets. Et je parle bien sûr de la directive sur la planification de l'espace maritime, mais ce n'est pas seulement de l'ordre de la Commission. Nous devons aussi être reconnaissants envers les États membres et les autorités qui travaillent dur pour adopter, mettre en œuvre et réviser les plans d'espace maritime. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'une planification adéquate de l'espace océanographique et de son utilisation est un facteur clé d'une bonne gouvernance des océans. En outre, il est indispensable, si nous voulons créer des synergies entre les secteurs qui intègrent la mer et développer durablement notre économie bleue. Mais comme vous le savez bien, le travail de protection de l'océan ne s'arrête pas à nos propres frontières. L'océan, la vie sauvage et la nature et le changement climatique ne connaissent pas de frontières. Et c'est pourquoi il est essentiel que nous travaillions avec des experts. Et c'est pour ça que nous avons besoin de planification. Et dans cette optique, la Commission européenne s'est associée à la COI de l'UNESCO en 2017 et a adopté une feuille de route commune pour accélérer les processus de planification de l'espace maritime dans le monde entier. Et la feuille de route de l'aménagement de l'espace maritime a également conçu et mis en œuvre le projet AEM que l'Union européenne a soutenu financièrement. Et maintenant, je suis heureux de dire que les résultats parlent d'eux-mêmes. Le projet a produit plus de 150 activités de renforcement des capacités, des projets pilotes en Méditerranée occidentale et dans le Pacifique Sud-Est, ainsi que d'autres publications. L'une d'entre elles est la toute nouvelle directive internationale sur la planification de l'espace marin qui peut être utilisée par les praticiens de la planification de l'espace marin dans le monde entier. En outre, elle a conduit à la création d'un forum international de la planification de l'espace marin, une plateforme qui rassemble les praticiens et les experts en planification et leur permet de partager leurs expériences et d'identifier les solutions et les défis du futur pour l'espace marin. Et en 2021, plus de 50 projets différents dans plus de 140 pays ont bénéficié de la feuille de route AEM. Et ça, c'est assez impressionnant et c'est pourquoi je suis particulièrement heureux que nous lancions la mise à jour de la feuille de route conjointe pour contribuer à accélérer le processus de planification de l'espace maritime mondial. La feuille de route de la M 2022-2027 à cette conférence, alors que nous, la Commission européenne et le COI de l'UNESCO, poursuivons notre coopération. Cette feuille de route conjointe élargira la portée de notre travail, le soutien des connaissances, le développement des capacités, la sensibilisation et l'augmentation et le transport de la coopération. En outre, la feuille de route se concentrera sur 3 piliers thématiques qui englobent les principaux aspects de la planification du futur et la planification de l'espace maritime, la protection et la restauration de l'espace marin et l'économie bleue durable. Et pour nous, au sein de l'Union européenne, ces piliers sont également une partie essentielle de notre stratégie à long terme avec le Green Deal européen, notre approche pour une économie bleue durable et la gouvernance internationale des océans, pour n'en citer que quelques-uns. C'est pourquoi en juin de cette année, lors de la conférence des Nations Unies sur les océans à Lisbonne, l'Union européenne s'est volontairement engagée à soutenir la mise en œuvre de notre feuille de route actualisée de plus d'1 million d'euros. Je suis certain que nos efforts conjoints et la poursuite de notre travail nous aideront à atteindre cet objectif et je nous souhaite une réunion productive. Je vous en remercie. Thank you. I would like to... Merci beaucoup à ce commissaire européen pour sa contribution. C'est très important de souligner que l'Union européenne continue à nous soutenir pour être en ligne avec nos objectifs, car sans la Commission européenne, eh bien, si vous en rappelez, il y a quelques années, l'économie bleue ne voulait rien dire. Il y a quelques années, c'est devenu quelque chose d'important grâce à l'insistance de la Commission européenne pour l'encouragement de l'établissement de l'économie bleue comme étant l'un des piliers du développement mondial. Et nous avons aussi
Le COI, le comité océanographique intergouvernemental, qui va s'adresser à nous par la voix de Vladimir Ryabinin. Monsieur le secrétaire d'État, messieurs les ministres, monsieur le commissaire européen, excellences, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous saluer au début de cette troisième conférence internationale sur la planification de l'espace maritime à Barcelone. Et au nom de la commission de l'UNESCO, la COI, la Maison des sciences de l'océan dans le système des Nations Unies, la COI est impliquée dans l'aménagement de l'espace maritime depuis 2 décennies déjà. Et je me souviens très bien de la conférence de 2017 qui a été si déterminante. Et ensemble, je pense que nous pouvons célébrer le fait que la planification de l'espace maritime est en marche dans le monde entier et rencontre des succès. Mais elle a besoin de beaucoup d'amis. Et elle devient une politique et une nécessité dans la façon dont nous commençons à gérer l'océan sur la base de la science et de façon durable. Ainsi, en 2017, lors de la deuxième conférence initiale de l'aménagement de l'espace maritime qui s'est tenue au siège de l'UNESCO, nous avons tout d'abord eu d'excellentes discussions, puis il en est résulté une avancée avec la Commission européenne et l'établissement d'une feuille de route qui sera le fer de lance du développement de l'AEM dans le monde. Nous avons donc développé cette feuille de route et maintenant, à la suite de plusieurs activités et grâce au talent de nombreuses personnes et de praticiens, nous avons publié le guide mondial de l'AEM qui nous fera avancer jusqu'en 2027. J'aimerais également dire que je suis réellement reconnaissant et je vous remercie au nom du CIO de l'UNESCO. Je remercie aussi la Commission européenne pour son financement. Et maintenant, nous commençons avec eux la deuxième génération du projet global AEM, ce qui est très très important. Les défis qui nous attendent sont vraiment multiples. Le changement climatique, la loi sur la biodiversité et aussi bien sûr la situation dans le monde. Nous devons donc aller de l'avant en matière de coopération internationale, la coopération transfrontalière, et pour nous, l'aménagement de l'espace maritime n'est pas seulement une analyse de ce qui se passe dans l'océan, c'est vraiment un instrument politique qui est la base de la science, une des manifestations les plus significatives des interfaces entre la science et la politique. C'est une possibilité pour nous d'avancer sur les solutions du climat, la biodiversité, l'économie durable des océans, ce que certains appellent l'économie bleue. Et nous devons également dire que nous avançons maintenant sur les indicateurs océanographiques pour le développement durable, la plus grande entreprise dans le domaine de l'océanographie dans l'histoire de l'humanité, et l'aménagement de l'espace maritime est pour nous une approche pour commencer à gérer les océans de manière très systématique et de manière durable. Et l'aménagement de l'espace maritime est donc la première étape extrêmement importante de ce processus. Et pour cela, nous devons développer, bien sûr, la sensibilisation à l'aménagement de l'espace maritime qui est en train de se répandre dans le monde entier, ainsi que la sensibilisation et la capacitation. La prise de capacité. Et je dois dire que la feuille de route actualisée se concentre sur plusieurs éléments importants de notre travail, des dimensions de travail qui sont toutes complémentaires. Tout d'abord, nous devons nous assurer que l'aménagement de l'espace maritime est fondé sur les meilleures connaissances au monde. La deuxième chose que j'ai déjà mentionné, c'est le développement des capacités et la sensibilisation à cette coopération transfrontalière est d'une importance capitale dans le monde. Et nous venons juste de terminer la conférence des parties numéro 37 de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Et nous devons donc créer une planification maritime spécifique, intelligente sur le plan climatique et aussi inclure des idées de conservation et de protection, mais aussi des idées de restauration et de planification maritime spéciale. Et bien sûr, nous devons également aller de l'avant avec une économie océanique durable. Nos partenaires DJ Mare seront donc avec nous tout le temps et
et cela nous aidera à augmenter le nombre de parties prenantes, l'engagement et la mise en œuvre de la feuille de route. Et je voudrais également dire que au cours de la décennie, nous créerons des éléments de co-conception qui s'appliquent pleinement à la planification spéciale maritime et nous devons co-concevoir en termes de planification spéciale. Et j'aimerais d'ailleurs, à ce titre, remercier les gouvernements de la Suède et des Pays-Bas pour leur contribution. Et je remercie toutes les parties prenantes pour ce qu'ils font et je vous remercie pour l'organisation de cette conférence et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Nous avions tenu une discussion avec Vladimir Mirim et on demandait quel est le plus grand risque pour l'environnement maritime. Et il disait que le principal risque, ce sont les fausses nouvelles, par exemple, parce que ça cache les avancées de la science, de la bonne science. C'est vrai que le changement climatique doit être abordé à travers une bonne approche, en tout cas scientifique. Je sais que vous avez un programme très serré, Santiago, donc on va vous permettre de nous quitter maintenant si vous le souhaitez. Merci d'applaudir nos conférenciers. Maintenant, on va passer à la session numéro 2, le statut de MSP, d'aménagement de l'espace maritime dans le monde. C'est une session qui a pour but d'appuyer l'accomplissement donc de ces plans sous les juridictions nationales. Nous allons présenter le statut, l'état actuel donc de l'aménagement de l'espace maritime. Je les invite ici sur l'estrade, Laura Stochkute, si je l'ai bien prononcé, de DJ Mare. Soyez la bienvenue, Laura. Nous avons également Michel Quesada de IOC UNESCO. IOC, merci d'être parmi nous. Et aussi Ingela Isaacson de l'agence suédoise pour la gestion maritime et des eaux de la Suède. Nous allons commencer. Il y a les présentations. Ce n'est pas une table ronde. Nous allons commencer par Laura Stochkute. Est-ce que vous voulez donc parler depuis votre chaise ou d'ici, depuis la tribune? Très bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aménagement de l'espace maritime dans l'Union européenne, comme vous avez entendu par le haut-commissaire, aussi Michel. L'Europe est l'une des meilleures régions pour l'aménagement de l'espace maritime. Je parle au nom de l'Union européenne. Ceci est dû au fait que notre législation, cette directive sur AEM qui a été approuvée en 2014, les États membres l'ont transposée, les autorités compétentes, par les autorités compétentes à partir de 2016. Les États membres doivent établir des plans en 2020-2021 jusqu'au mars 2021. La Commission était obligée de préparer un rapport de progrès livré le 3 mai 2022. L'objectif de cette feuille de route doit couvrir ces zones et ces plans d'aménagement de l'espace maritime en 2030. Pour rappel, la couverture de notre directive se concentre ou porte plutôt sur deux parties de la législation de l'Union européenne, la directive cadre maritime, Water Framework Directive, et pour résumer, dans la pratique, nous nous penchons aussi sur d'autres articles mentionnés. Ça veut dire que MSPD, Maritime Special Planning et la zone d'exclusion économique de 2022. Ceci ne couvre pas les pays d'outre-mer, ni les territoires de l'annexe du traité, ni les départements français d'outre-mer et les collectivités. Il y a aussi une exception pour les eaux côtières lorsqu'elles sont couvertes par les municipalités donc locales.
Ce que je vous donne provient de notre rapport, mais c'est encore la même chose. Les 22 États membres côtiers ont maintenant transposé la directive dans leur loi nationale et ont désigné les autorités compétentes. Des approches de transposition différentes ont été retenues en fonction de la situation légale de chaque endroit. Quelques États membres l'ont déjà fait. Il y a eu des amendements. On a adopté une nouvelle législation pour cela. Quelques membres, comme l'Espagne, ont choisi de combiner la transition de cette directive ensemble avec cette directive Marine Strategy Framework Directive. Nous avons trouvé que la transposition a été complète. Elle a répondu aux demandes de cette directive. Les États membres aussi ont nommé les hauts représentants dans les systèmes juridiques et les différences sont intéressantes parce qu'elles vont de ministre de l'économie et des finances et les ministres de l'environnement. Quelques États membres ont nommé des agences spécifiques par rapport à l'aménagement maritime. Maintenant, j'en viens au but. Quelle est la situation à présent dans l'Union européenne? Comme vous pouvez le voir sur la carte en bleu foncé, ce sont les États membres qui ont déjà adopté ces plans d'aménagement. Et en bleu clair, ça veut dire que c'est en cours. On peut distinguer plusieurs groupes d'États membres. Il y a un groupe qui a déjà eu des plans d'aménagement avant ou juste après. Donc, la directive, la Belgique, l'Allemagne aussi. D'autres ont des plans pour la mer qui ont été amendés. Et un grand groupe d'États membres qui ont réussi dans les délais par rapport aux délais établis, qui n'ont pas pris plus d'1 an de retard par rapport au temps prévu. Vous pouvez le voir sur l'écran. Et nous avons un groupe d'États membres, la plupart dans la mer Noire et en Méditerranée, qui vont vers l'adoption donc de ces plans maritimes spatiaux. Il y a un push politique aussi pour aller de l'avant. Nous monitorons la situation et nous allons continuer dans nos procédures si besoin est. Nous parlons ici des objectifs établis par la feuille de route qui sont quantitatifs. Mentionner simplement que le contenu de cette feuille de route concerne la qualité des plans d'aménagement. C'est pour rappeler quelques-unes des conditions de la directive. C'est appliquer cette approche basée sur l'écosystème, promouvoir la cohérence, tenir compte des interactions terre-mer, la distribution d'activités spatiales et temporelles, aussi mettre à bord les parties prenantes, les impliquer, utiliser les meilleures données disponibles, en particulier dans ce contexte, coopérer avec les États membres transfrontaliers et les États tiers. De bonnes pratiques que nous avons soulignées aussi dans notre rapport. Et le dernier slide, EMOTNet, appuyé par la Commission européenne, c'est ce portail d'activité humain, Human Activities Portal, HAP, suivant les sigles en anglais. Et vous pouvez voir quelques États membres des données donc qui ont été partagées, ces plans d'aménagement de l'espace maritime sous cette, compris par cette EMOTNet. Notre objectif, évidemment, est
de les avoir tous sur ce portail. Voici quelques liens utiles que nous avons préparés. Je vous remercie pour votre attention. Thank you very much, Laura. Merci beaucoup, Laura. Merci d'avoir présenté ce bâton et cette carotte, ce plan tel que vous nous l'avez décrit, Michel Quesada de IOC UNESCO, sur l'évaluation globale. Merci beaucoup. Vous avez la parole, madame. Bonjour, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui à travers ce challenge pour vous informer de l'état des plans d'aménagement de l'espace maritime. C'est un challenge de faire ces évaluations. Mais en tout cas, avant de vous parler du statut à présent, j'aimerais revenir à notre conférence sur MSP qui s'est tenue en 2017. Voici quelques chiffres présentés par Charles Hiller. Je suppose que vous le connaissez. C'est le responsable du premier guide de IOC. Il y a 60 pays engagés sur ces plans d'aménagement à travers ces différents projets. Nous avions 60 pays. l'OECD a fait son premier rapport pour avoir des données sur MSP. Nous avons développé jusqu'à 60 initiatives. Il y a des pays qui ont plus d'un procès de plan d'aménagement, en particulier les grands pays, n'est-ce pas? Aussi, nous avons l'état des lieux en préparation, déjà accompli. Pour rappeler ces chiffres ici, nous avons 41% des pays provenant de l'Europe, 60 pays et 60 initiatives. Aussi, c'est dans cette conférence que Charles Hiller a réalisé plusieurs estimations. D'abord, on attendait qu'en 2020, compte tenu de la directive de l'Union européenne pour l'aménagement de l'espace maritime, eh bien, qu'il y aurait ces plans approuvés. Cela représente 22% des zones économiques exclusives. Il y a quelque chose que nous devions changer, une feuille de route lancée en 2017. Nous avions cet objectif de plan d'aménagement d'appuyer les pays à hauteur d'un tiers des pays appartenant à IZ. De nombreux pays n'ont pas établi ces plans IZ pour donc ces juridictions maritimes. Nous avons publié en début d'année ce rapport d'état de l'océan des IOC et c'est organisé autour de ce challenge des océans. Le 4 pour cette économie est consacré au statut des plans d'aménagement. Une deuxième étude a été réalisée en 2020, plus d'autres sources telles que la plateforme, d'autres sites web gouvernementaux, d'initiatives qui étaient en cours, même si les pays n'avaient pas répondu à cette étude. Voici les chiffres. En avril, jusqu'à 300 initiatives MSP et nous sommes passés de 60 pays à 300 pays qui ont mis en place leur plan d'aménagement. Aussi, 38 projets ont approuvé des plans. Nous avons atteint 38 pays déjà qui ont approuvé leurs plans. Et aussi, les initiatives allaient des plans donc côtiers intégrés et les plans maritimes
le zonage donc de ces zones affectées. Ce sont des plans très divers pour que vous fassiez une idée d'ensemble. Nous avons des plans d'aménagement de l'espace maritime partout dans le monde. L'Europe est toujours la région où il y a davantage de plans. D'autres régions sont en train de s'engager de plus en plus sur ces plans. Pour la plupart, elles sont à un état intermédiaire. Ce sont autant de plans approuvés, de plans d'aménagement de l'espace maritime approuvés. C'est un travail qui est toujours en progression. Au fur et à mesure que les pays approuvent leurs plans, eh bien, nous faisons le monitorage. Nous avons fait notre 3e étude cette année. Maintenant, il y a eu 40 pays qui ont répondu. Sur ce site global de MSP, nous avons une page pour la feuille de route de ces plans d'aménagement de l'espace avec les profils de ces pays qui ont répondu à cette étude. Pour le plan pilote que j'ai mentionné avant, nous utilisons toutes les informations, non seulement celles de l'étude. Ici, nous n'avons que des informations officielles envoyées par les États membres. À présent, nous avons les profils des pays dans les langues originales. L'étude était disponible en anglais, en espagnol et en français. L'idée est d'avoir la langue originale plus l'anglais. Nous sommes dans ce processus de traduire ces documents. Et nous avions ces profils de pays et les résultats, donc les réponses de cette nouvelle étude. Nous sommes en train de compiler ces réponses, ces données pour nous assurer que les profils des pays sont représentés en bonne et due forme dans chaque pays. Ces études sont ouvertes. Cette étude est ouverte jusqu'à la fin de l'année. S'il y a des autorités de cette MSP qui n'ont pas répondu à cette enquête, bien, veuillez nous contacter pour que nous puissions donc ajouter vos réponses. Le pas suivant, c'est mon dernier slide. Nous voulons monitorer cet objectif de feuille de route. L'idée est d'avoir un outil donc de cartographie interactive. L'idée est de montrer aussi ces frontières externes de ces plans approuvés. Il n'y a pas donc de cartographie. Ce serait très difficile d'avoir l'information des 150 membres de l'IOC. L'idée est d'avoir aussi ce qu'on appelle MSP, ces critères qualitatifs pour évaluer ces plans-là. Mais je vais laisser la parole à Ingela qui va vous en dire plus par rapport à cette typologie de plans d'aménagement. Plus que les chiffres, nous voulons voir la qualité de ces plans et de ces propositions dans notre quotidien, n'est-ce pas? Voici tout pour ma part. Merci beaucoup. Thank you very much, Michel. We'll be hearing from Ming. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Nous allons maintenant écouter Angela qui va nous parler de typologie d'AEM pour les projets pilotes. So, thank you, dear Spyrus, for this Merci, Spyrus, pour ces belles paroles. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. Et j'aimerais vous dire que je suis très très contente de vous voir ici en personne et aussi en ligne. Donc je suis Ingela Isaksson. Donc je m'occupe donc de l'agence suédoise pour la mer et la gestion des eaux. Et donc on s'occupe donc de l'aménagement maritime en Suède. Notre plan a enfin été approuvé
à la fin de cette année, au début de cette année, excusez-moi. Et donc, nous avons travaillé avec Michel et avec notre collègue du Canada, Joanna Smith. Excusez-moi, dit l'oratrice, j'ai oublié d'avancer avec les slides. Comme Michel le disait, il y a environ 300 initiatives dans 102 pays ou territoires, et donc aussi avec des exercices et des processus pilotes menés par des États, qui sont à des étapes différentes de leur développement. Et comme Michel le disait, il faut maintenant s'intéresser à l'expérience et aussi aux leçons que nous avons retirées. Nous avons essayé d'en retirer une typologie pour l'aménagement de l'espace maritime. Et la leçon que nous en avons tirée, c'est qu'il n'y a pas d'approche unique. Il y a différents plans dans le monde. Donc si vous ne reconnaissez pas la façon dont les choses sont développées dans votre pays, ne soyez pas surpris. Et en fait, c'est simplement pour vous informer de ce qui se fait dans les autres pays, et c'est très important pour pouvoir travailler d'un côté de l'océan ou de l'autre. Donc, sur les 102 pays, il y en a environ la moitié qui sont en phase de développement, de départ. Et donc, il a fallu trouver une régularité pour l'émission de rapport. Nous avons développé donc 10 critères pour la typologie de l'aménagement de l'espace. Donc, déjà, il faut voir s'il y a des points communs, mais aussi des différences, et si certaines tendances se dégagent. Et donc, ce n'est pas une évaluation en profondeur, ça doit être réalisé par les autorités compétentes. Donc, on a pu donc évaluer à travers des informations disponibles, des informations publiques, c'est-à-dire l'échelle, l'envergure et les objectifs principaux. Et donc il y a beaucoup de travail qui a été fait en coulisses pour pouvoir mettre tout en place, les informations, les idées. Et donc il y a 8 plans d'aménagement de l'espace maritime ont été testés. Et il y a certaines typologies, et je vais maintenant revenir au brouillon. Et donc pour chaque critère a été divisé en 2 à 3 catégories, comme il avait été suggéré. Donc pour l'échelle, donc il y a l'échelle locale, subnationale et nationale, pour vous donner une idée de la façon dont nous souhaitions structurer les choses pour la typologie. Et en ce qui concerne la portée, les zones côtières et l'espace maritime côtier, et le côté maritime indique que le plan n'a pas de zone côtière, et qui soit mais que ça n'est pas forcément exclu. Lorsque l'objectif du plan est de développer une stratégie à haut niveau de planification, il faut développer ce plan dans le futur, et donc nous avons proposé de définir cela comme un plan stratégique, et l'utilisation de zones donc les zones servaient donc à développer certaines activités, et ces zones sont définies aussi en définissant les objectifs futurs et la désignation des propriétés du plan. Et donc on a
aussi diviser les zones en zones juridiques. That will say through an act, law, or ordinance. Qui soit donc soit une loi, un acte ou une ordonnance. Legally binding is En ce qui concerne l'engagement politique, il y a donc soit l'émission de recommandation, soit quelque chose qui est une obligation légale. Donc, c'est deux catégories différentes. Et il peut y avoir des plans qui deviennent obligatoires. Et donc ça dépend des forces dirigeantes. Et on peut identifier 3 catégories principales par rapport aux 3 catégories de plans qui ont déjà été identifiées et émises. Il y a la conservation de la biodiversité et les objectifs économiques et multiples. Et en ce qui concerne la distribution et la désignation, ça peut être et donc il faut désigner des priorités. Et en ce qui concerne les acteurs principaux, on peut voir qu'il y a des autorités qui sont parfois auxquelles on a recours de façon plus ou moins limitée dans différents secteurs, avec des catégories d'acteurs différentes qui vont parfois au-delà des autorités du gouvernement local. En ce qui concerne le financement, ça peut être un financement gouvernemental ou public-privé, avec des partenariats publics-privés qui incluent le gouvernement, des sources privées ou publiques de financement. En ce qui concerne le côté public-privé sans les gouvernements, on parle là de fondations, de donateurs privés. Donc peut-être que vous allez reconnaître la typologie de votre plan dans ces catégories ou ces critères, et j'espère d'ailleurs que vous les reconnaîtrez. En ce qui concerne les applications futures des critères, c'est déjà de couvrir plus de plans. Je crois qu'on parlait de 38 plans, il y en a encore d'autres, mais on peut voir qu'il y a certains points en commun. Donc, comme je disais tout à l'heure, des points communs, des différences et des tendances, mais aussi les leçons qui ont été retirées des apprentissages, tout simplement. Et essayer de générer des consultations pour le développement futur. Et en ce qui concerne l'évaluation des plans à niveau global, nous avons proposé que les praticiens et les experts nationaux puissent réévaluer ces critères et les identifier pour les futures enquêtes. Merci. Thank you very much, Angela. Merci beaucoup. C'est la conclusion donc de nos présentations. Avant de faire une pause, j'aimerais vraiment vous demander d'être là. Et à partir de maintenant, après la pause café, nous allons commencer les sessions techniques avec des panels d'experts qui vont nous présenter leurs connaissances détaillées, et ensuite vous serez aussi répartis de façon hybride avec Slido et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Et nous avons donc maintenant notre pause et nous recommencerons à 11h ici. Donc s'il vous plaît, toutes les personnes du panel, je vous demande d'être là à 11h pile pour que nous puissions recommencer. Alors, pour la pause café, vous remontez les escaliers et vous allez juste en face. Vous verrez qu'il y a une salle de réunion, c'est marqué donc Meeting Room.
et vous verrez les affiches et les présentations de nos partenaires. Et aussi, vous pourrez prendre un café. Profitez bien de la pause et nous nous revoyons à 11 h tout à l'heure. Merci.